Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Learning by Doing, le rendez-vous de celles et ceux qui font de l'apprentissage le moteur de leur équipe. Je suis Baptiste Bézé, cofondateur de Team Bakery, une jeune entreprise qui aide les équipes à mieux travailler ensemble. Dans cette émission, je pars à la rencontre de femmes et d'hommes de conviction qui pensent que l'épanouissement au travail passe par la curiosité, le test, l'erreur, l'échange entre pairs. Mon objectif pour les prochaines minutes est de vous embarquer avec moi pour comprendre les enjeux actuels de l'apprentissage au sens large, pour mettre en lumière les recettes qui ont fait leurs preuves, pour décrypter les tactiques et les bonnes pratiques d'acteurs à la pointe sur le sujet. En espérant vous inspirer dans votre démarche d'apprentissage, je vous souhaite une excellente écoute. Salut Benjamin, comment vas-tu ? Salut Baptiste. Très bien, et toi ? Ça va plutôt bien. Écoute, je suis ravi de te recevoir. On est en contact par Noémie avec qui j'ai enregistré il n'y a pas très longtemps, qui nous a dit tu vas voir, il y a une question à la fin de ce format. On demande à qui on pourrait rencontrer pour parler d'apprentissage. Et du tac au tac, elle m'a dit faut que tu rencontres Ben. Il fait plein de trucs, il m'inspire beaucoup. Alors, Benjamin, tu es le fondateur. Alors, tu vas me dire exactement ce que c'est Super Créative. Je vais présenter ça comme un studio. Je pense que studio, c'est un terme un peu, ou un atelier, je sais pas, un terme un peu générique qui peut dire tout ce que tu fais. Tu vas nous raconter un peu ton histoire, ton parcours. Moi, ce que je comprends de Super Créative aujourd'hui, c'est que c'est à la fois une usine à faire des produits, que tu t'es aussi testé sur pas mal de formats de formation, de transmission, que tu as commencé en freelance aussi, et qu'en fait, ces trois activités se nourrissent les unes des autres, et qu'aujourd'hui, tu as un modèle qui est, je trouve, super innovant, un peu une sorte de matrice à faire des projets sur des formats très courts, des formats très impactants. Donc, je suis ravi vraiment de t'accueillir. Je vais commencer peut-être en te donnant la parole, en te demandant de te présenter, en complétant ce que je viens de raconter hyper rapidement. Non, mais c'est super. Alors, d'habitude, c'est vrai qu'on a du mal à expliquer ce que je fais avec Super Créative, et je trouve que tu le décris très bien. Donc, merci, ça fait plaisir. Je décris aujourd'hui Super Créative. De toute façon, c'est un peu différente qu'il y a 2 ans quand j'ai commencé le projet. À l'époque, c'était un site pour trouver les meilleurs designers. J'avais interviewé comme ça 300 designers, 250, et j'avais fait j'en avais pris 20, et donc on pouvait recruter ces 20-là et je prenais une commission. Bon, ça commençait comme ça. Puis le Covid est venu. J'avais 2 associés à l'époque. On s'est dit, en fait, on se retrouve pas trop là-dedans parce qu'en fait, on met en relation des designers avec des clients, mais on crée pas grand-chose. Du coup, on s'est séparés. Moi, j'ai gardé la marque et je me suis dit, mais j'ai envie de créer, Super Créative, j'ai envie de créer. Et je sais pas encore tout à fait ce que je veux créer, mais je sais que je veux créer pour des gens très spécifiques. C'est les freelances. Les freelances qui ont des métiers assez créatifs comme ma mère qui est graphiste freelance. Il se trouve que je suis très proche de ma mère et que je comprends plus ou moins ces problématiques de trouver des clients, de faire sa compta, de faire des devis, de estimer combien il faut facturer pour des clients, tout ça. Étant donné que j'étais aussi un peu freelance, j'avais l'impression de connaître un peu ces problèmes et du coup, je pouvais apporter des solutions. Et du coup, je me suis donné comme ça 1 an où j'ai fait un peu de freelance, puis ensuite j'ai fait un peu de formation, puis ensuite j'ai fait un peu de produit sous le nom de Super Créatif pour expérimenter et voir un peu ce qui me plaisait. Donc quand j'ai fait du freelance, je faisais plutôt du design, c'est ça qui me plaît, du design de site, de marque. Ensuite, quand j'ai fait des formations, j'utilisais un outil qui s'appelle Webflow, pour lequel j'avais travaillé, et donc j'avais suffisamment d'expérience et un peu la légitimité d'avoir travaillé chez Webflow pour faire une formation sur Webflow. Donc j'en ai fait 3 de formations sur des modèles différents dont on pourra parler. Et après, en troisième lieu, j'ai lancé un petit produit qui s'appelait le Notion Pack, qui permet aux freelances de générer des factures, des propositions commerciales, des documents un peu classiques des freelances sur cet outil qui s'appelle Notion. Et donc j'ai lancé ça en 2020, en septembre 2020, et puis ça a très bien marché. Et depuis,
Euh, après le succès de ça, je me suis dit, en fait, c'est la création de produits qui m'intéresse le plus. Donc, j'ai arrêté d'être freelance, j'ai arrêté de faire des formations et super créative maintenant. Donc, a atteint un peu sa, je dirais sa forme finale qui est, comme tu l'as dit, une espèce de studio dans lequel, avec d'autres freelances, enfin, je m'associe pas mal avec différentes personnes assez talentueuses pour créer ces outils pour les freelances. Et donc, bah, je peux te donner un exemple. Là, on va lancer dans quelques jours un outil qui s'appelle Instaprice, une calculette pour faire des devis en tant que freelance. Donc, c'est une calculette où tu dis, voilà, j'ai besoin de faire un logo, j'ai besoin de faire un site, j'ai besoin de faire X, Y, Z. Et puis ensuite, tu peux changer certaines variables et ça te donne une estimation de combien de temps ça devrait te prendre, combien il faudrait que tu factures. Et voilà. Et donc, c'est un outil, tu vois, assez simple, mais qui se trouve peut aider pas mal de freelance. Et donc ça, c'est un des différents produits de Super Creative, qui est donc voilà un espèce de portfolio de plusieurs outils pour freelance. Donc c'est un peu ça que je fais. OK, c'est super clair et ça ouvre plein de portes. On va Ouais. On commencer va- par celle peut-être de la formation, parce ouais. qu'effectivement, vu qu'on est sur le format learning by doing, c'est aussi hyper intéressant de partager des retours d'expérience sur, alors tu as arrêté d'en faire, donc j'imagine qu'il y a des trucs qui se sont bien passés, d'autres qui se sont moins bien passés. Ouais. Peut-être que tu reviennes un peu sur cette partie-là. Donc moi j'ai compris que c'était, pour faire simple, un cours ou une formation pour apprendre Ouais. à designer sur Webflow. Donc Ouais. Webflow, pour les gens qui ne connaissent pas, tu me corriges si je me trompe parce que je suis pas le plus Vas-y, gros vas-y. expert. C'est un outil de design, alors plutôt no code, donc plutôt facile d'accès, de ce que je comprends, qui permet de faire des choses super customisées. Donc qui est un outil qui te permet de faire vraiment des choses très belles sans être un professionnel du design, mais qui a la contrepartie de ça, c'est qu'il y a un champ des possibles assez large. Donc faut aussi se faire guider pour entrer progressivement là-dessus. Donc ça, c'est un peu le cadre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les modalités. Qu'est-ce que tu as Ouais. testé comme format? Est-ce que c'était des modèles par cohorte? Est-ce que c'était que du e-learning, Ouais, notamment? donc là, on peut fermer les yeux et s'imaginer, on est en mai 2020, c'est la cata, il y a le Covid, tout le monde est enfermé chez soi, et puis il y a cette prise de conscience globale que toutes les entreprises ont besoin d'un bon site web parce qu'en fait, c'est hyper important, c'est plus important que jamais que d'avoir un bon site web dans l'ère Covid. Et donc là, prise de conscience, il y a un engouement incroyable pour cet outil de Webflow. Et moi, je me dis, mais attends, c'est dingue parce qu'on me demande quand même plein de conseils. Tous les jours, je recevais un appel, un message de quelqu'un dans mon réseau qui me disait, ah bah Ben, tu peux m'aider sur ça, ça, ça. Je me dis, ben, il y a un truc à faire. Et donc, on est en mai, et là, je me dis, je me donne un mois pour faire une landing page, une page d'accueil, pour vendre une formation sur Webflow et voir ce que ça donne. Donc je me donne un mois et je mets cette page là que je partage sur LinkedIn. Je fais un post LinkedIn où j'explique eh ben salut, je me présente, je vais faire une petite formation sur un truc que je maîtrise très bien pour apprendre à faire son site en un mois. Il y a, il me semble que j'avais fait 12 places ou 10 places à, je crois que j'avais fait 500 €. 500 € la place, 10 places, ou c'était 600 € je crois même. Je me souviens plus, entre 400 et 600, bref. Euh, et je poste ça, et là, et ben, en l'espace de, je sais plus, d'une journée, bah, les 10 places partent. Et donc là, je fais à peu près 5 000 €. Et là, je me dis, ok, bon, génial. C'était pas très compliqué, c'était un post LinkedIn, génial. Euh, Donc, c'est génial parce que je prévends la formation, mais après, il faut la faire. Bon, ça, c'est un peu mon truc. C'est que j'adore prévendre pour voir un peu l'intérêt des choses, avec toujours un petit texte. Hein. J'écris toujours ce texte-là que là, vous achetez quelque chose qui n'est pas encore fini. Euh, c'est pas à votre risque parce que si jamais la chose que je promets de vendre, j'arrive pas à la faire, je vous rembourse entièrement, il n'y a pas de problème. Donc, vous payez un prix un peu moindre
mais vous rendez compte qu'il y a un certain risque derrière, que finalement je n'arrive pas à produire cette chose-là. Moi, ça me permet de savoir s'il y a un intérêt. Donc là, l'intérêt, il était là. Et du coup, après, je me donne un mois pour créer en fait un espèce de petit cours. Euh, donc j'écris tout en fait sur un Notion, et je fais un cours sur Zoom par tous les 3 jours, je crois, où j'expliquais un peu ce qui se passait, et ensuite je leur donnais accès à cette page Notion avec tous les détails. Et donc ça se passe pendant un mois. Je ressors et je me dis waouh, génial. Donc ça a pris à peu près 2 mois pour faire tout ça, 5 000 euros, mais c'est un truc que je peux réutiliser après. J'étais assez convaincu, mais un peu fatigué, quoi, parce que ça demandait beaucoup de travail, beaucoup de travail. Et là, ça c'est un signal que j'ai pas assez pris en compte, parce que je remets bouchée double 2 mois après en faisant une encore plus grosse formation sur Webflow en no-code, un truc en 6 semaines, 30 élèves et tout, euh, encore plus shadé, euh, donc que j'arrive à faire. Et là, je commence à faire des vraies vidéos beaucoup plus poussées, avec une trame vraiment narrative intéressante. Enfin, je vois les choses en plus grand. Et je passe, pareil, je prévends tout d'un coup. Euh, là, j'arrive à faire quand même plus d'argent, donc je prends un assistant pour m'aider à animer. Je prends un logiciel de communauté qui s'appelle Circle.so, donc un mec pour m'aider à animer un peu cette communauté, à répondre aux questions que je forme et tout ça. Tout ça entre novembre, décembre, janvier, ça me prend encore tout mon temps. Et là, moi, j'étais un peu dans cette phase où je faisais ces formations, mais je faisais du conseil, enfin, j'étais freelance, et je venais de lancer ce produit. Et donc, en fait, j'avais et des clients, et des étudiants, et des utilisateurs produits. J'avais les trois en même temps. Et en plus, c'est cette formation qui prenait 95% de mon temps. Donc, tout ça, en fait, moi, dans ma tête, je me disais, ouais, je peux et faire animer une formation et faire d'autres choses. C'est pas possible. Je te coupe 2 secondes. Je te Ouais, coupe 2 secondes. Si les gens ont pas ouais, compris complètement, pourquoi vas-y. ta boîte s'appelle Super Créative, là, c'est plutôt clair pour eux. Je te je te laisse reprendre. Ouais, bah là, c'est parti un peu en cacahuète, quoi. Enfin, je travaillais énormément, beaucoup trop. Euh, J'étais pas tout à fait épanoui parce que tu travailles tellement pour tellement de gens que voilà, entre les 30 élèves, les 4 clients et tous les utilisateurs, bon, ça le fait pas. Et donc là, en février 2021, je me dis, ok, faut que je reprenne un peu de recul et que j'arrête un truc parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc là, je décide d'arrêter le freelance, ok. Et entre faire les produits et faire les formations, euh, je préfère continuer avec les produits plutôt que les formations. Et je me dis, en fait, plutôt que faire des trucs un peu live où je peux aider les étudiants enfin par un Zoom ou en utilisant cet outil qu'on appelle Loom pour faire des retours sur eux, leur site de façon asynchrone et leur envoyer ces vidéos-là après, plutôt que faire ça qui prend quand même assez de temps, je préférais faire 20 vidéos de 30 minutes pour expliquer quelque chose et packager ça un peu comme si c'était un produit et ensuite passer à la suite que, en fait, prendre énormément de temps avec chaque élève et peut-être que l'expérience est meilleure, mais moi, en fait, j'y arrive pas et je suis pas tout à fait épanoui. Euh, il se trouve que deux choses sont arrivées quand j'ai fait ça. Premièrement, enfin, juste avant, l'université dans laquelle j'avais étudié, qui s'appelle ESAD, qui est à Barcelone, m'a proposé d'être prof et donc de donner un cours de 6 semaines sur comment faire son site web, que j'ai accepté. Euh, et le truc, c'est que bon, les ventes de mes produits continuent à augmenter, donc j'ai juste arrêté complètement les formations en ligne. Je me suis dit, je vais continuer là-dessus. Et en fait, je continuerai à devenir un meilleur prof ou à améliorer mes compétences dans la transmission par ce job beaucoup plus sérieux qui est être prof dans une université, quoi. Euh,
et voilà. Donc là aujourd'hui, c'est un peu là où j'en suis, c'est que je continue à être prof pendant 5-6 semaines par an à SAD, et sinon je fais des produits. Euh, voilà. Mais donc, je pense que on m'a pas mal contacté dans cette période-là de 2000, fin 2020, début 2021, parce que c'était un peu un moment où tout le monde parlait des cohort-based courses. Je sais pas Mhm. la bonne traduction en français de ça. Je sais pas si Baptiste, toi, t'as... Bah, c'est de la formation par cohorte en réalité, parce que Ouais, par le cohorte, mot c'est est ça, c'est ça. par groupe, Par par groupe, ouais. sous-groupe. Et voilà, et j'étais un peu le premier, enfin, à réutiliser un peu ce terme-là pour des cercles un peu de formation technique et tout. Sur Twitter, j'étais un peu le premier en France à faire ça, donc on me contactait. Et en fait, très vite, moi, je me suis rendu compte à quel point c'était chronophage, c'était demandeur, c'était super, c'était profitable comme activité, euh, mais voilà, ça demandait tout de toi. Et du coup, dès le début, moi, j'étais un peu à dire, bah, ok, si tu as envie de te lancer là-dedans, très bien, mais tu peux pas faire le reste, quoi. Faut que tu demandes, ça te demande 100% de ton temps. Accepte-le, ou 95, et voilà. Et surtout, il y a un truc alors qui est lié au modèle cohort-based, donc formation par groupe, mais qui est plus générique, c'est que là, tu nous parles beaucoup de la création, des choses comme ça. Il y a un gros effort quand même de marketing autour de ces formats-là. Puisque le principe, pour les gens qui nous écoutent, c'est qu'effectivement, formation par groupe de gens qui sont pas dans la même entreprise, donc qui n'ont pas le même calendrier, c'est qu'il y a une date de début, il y a une date de fin, et toi, tu as un enjeu, c'est de remplir. Alors, j'ai l'impression que tes posts LinkedIn fonctionnent bien là-dessus, mais c'est quand même un truc qui est super. Il y a une certaine pression autour de ça, quoi. C'est de dire le 1er avril ou le 1er février, tu commences le cours, faut que tu aies rempli un max de Ouais, personnes. Tu peux pas complètement. ramener les gens au fur et à mesure. C'est pas complètement asynchrone, quoi. Justement, là-dessus, en fait, ça paraît difficile. Moi, alors, je sais pas si, je pense que je suis peut-être biaisé par le fait que bah, sur les 2-3 derniers ans, j'ai écrit des articles, j'ai fait des vidéos, et du coup, forcément, maintenant, j'ai une audience de 16 000 personnes. Vraiment, oui, ça aide, c'est sûr. Je suis assez proche de Alexis Minkela, qui aide aussi les freelances, de Shubham, ou de Elliot Meunier. C'est des gens en France qui font des formations comme ça par cohorte. Il se trouve que juste en faisant des cohortes avec 40, 50, 60 personnes, ils arrivent toujours à les remplir. Bon, ils ont des petites audiences, donc forcément ça aide. Mais euh, il y a vraiment il y a vraiment besoin. Enfin, c'est un format qui est assez parlant, hein. J'ai pas l'impression que c'est si compliqué que ça de remplir ces cours-là. Mais après, oui, c'est peut-être que je suis biaisé parce que en effet, il y a déjà une petite audience et ouais. Ouais, puis il y a une question de timing. J'ai l'impression que ce que tu me disais, c'est 2020, il y a eu un. Enfin, Ouais, 2020 et c'est vrai. l'émergence du no-code aussi sur ces sujets-là Ouais, a fait que bah, t'étais sur un bon momentum. Ok. c'est vrai. Et donc, du coup, cette troisième version qui était complètement asynchrone, 30 minutes, enfin des vidéos de 30 minutes, 20 vidéos de 30 minutes, tu l'as sortie, tu l'as pas sortie, tu l'as productisée ou pas? Et finalement, tu vois, j'ai jamais eu, j'ai eu des idées de faire certains trucs et je l'ai jamais fait. Euh, je l'ai jamais fait. Je pense qu'il y a vraiment une barrière souvent un peu mentale qui est de dire, ok, là va falloir que va falloir que j'écrive 30 vidéos, des scripts que je prépare. Ça demande pas mal de travail en amont, quoi. Ce qui est un peu moins le cas quand tu donnes un cours en live parce que tu te dis qu'avec certaines slides, il y a un truc un peu rassurant. Là, c'est un peu moins le cas quand c'est vachement scripté. Donc, ouais, je l'ai juste pas fait. Je l'ai juste pas fait. Ok. Et alors, ton Mm. retour là-dessus, à part le côté, effectivement, si tu veux faire ça bien, il fallait que tu sois full dessus. Au niveau, alors je sais pas, on va revenir rapidement sur les deux formats que tu as fait, hein. J'ai quand même l'impression Ouais, qu'il y avait un format où c'était très artisanal et tu as lancé le truc. La deuxième version était complètement. beaucoup plus poussée en termes de Ouais, retour. Si on doit faire un peu une, je sais pas si c'est ouais, un post-mortem, mais sur ce format chord base, à part le côté, en fait, tu t'es rendu compte que c'est pas ce que tu voulais faire à titre personnel, ouais, ouais, du ouais, point de complètement. vue de l'expérience enseignant et même du point de vue des participants, qu'est-ce que t'en as retenu? Alors, moi, chaque semaine, après presque chaque cours,
Je demandais à avoir des retours sur comment ça s'était passé, etc. Le but c'était d'avoir le maximum de feedback. Euh, en fait, un des grands trucs que j'ai pas très bien fait, c'est que je me suis trop basé sur l'idée qu'il fallait que j'enseigne tout. Il fallait que je crée surtout le contenu pour tout. Or, ce n'est pas le cas. Tu peux très bien donner les ressources d'autres personnes et dire, bah voilà, lisez ça, regardez ça de d'autres chaînes YouTube, d'autres trucs, et t'as pas besoin de tout créer. Euh, Toi, c'est pas forcément ton job de devoir tout t'expliquer. T'es plus un coach, un accompagnateur. Un autre truc, un autre parallèle intéressant. Moi, j'adore la voile et j'adore tellement la voile que je suis moniteur de voile. Et quand j'ai appris à être moniteur de voile, on m'a dit un des trucs qu'on a tendance à faire quand on commence à être moniteur de voile, c'est qu'on veut tout expliquer aux gens qui commencent la voile. Ah bah tiens, il va falloir, dès que t'as le vent face à toi, faut que t'arrêtes. Bon, non, en fait, tu mets des gens sur des voiliers, tu leur dis de te suivre et finalement ils vont déjà apprendre un peu par eux-mêmes. Là c'est pareil, tu donnes un objectif clair, tu dis suivez-moi, on va faire ça. Tu donnes un peu une échéance, voilà, tu découpes le temps, on va faire ça en 3 jours, puis ensuite ça en 3 semaines, puis ensuite ça, là. Euh, En fait, finalement, par mimétisme, on apprend vachement. Après, ton job en tant que moniteur, c'est accélérer l'apprentissage et comprendre, donner des repères, etc., pour voir comment, pour donner aux apprenants des moyens de savoir s'ils y arrivent ou ils y arrivent pas. Mais c'est pas dire dans les consignes d'action, genre ah bah ça marche, ça c'est nul, borde plus ta voile ou ça c'est nul, change ta couleur de ton site. Non, c'est pas faut donner plus des repères et c'est super dur. Enfin, c'est tellement pas intuitif quand on commence à enseigner, mais ça, je l'ai un peu appris en le faisant mal, quoi, et avec mes élèves qui me disaient bon bah tu vois. T'as fait ça, mais j'ai mieux compris en regardant cette autre vidéo de YouTube, d'une autre chaîne YouTube. Ah ouais, là, je me suis dit, ok, oui, bah en effet, j'avais pas besoin de tout enseigner, tu vois. Ça, c'est Mmh. intéressant. Ouais, Ouais. hyper clair. Et alors du coup, on fait un petit fast forward. Donc aujourd'hui, tu as évacué, en le faisant, les choses que tu n'as plus envie de faire, en tout cas les choses sur lesquelles tu Mm. te concentres. Je pense qu'il y avait aussi je sais pas comment tu vois ça, de se dire, parce que on sent que progressivement tu vas sur des activités où tu vends moins ton temps et plus ta production. Ce qui est un gros sujet dans le mouvement freelance ou du soloprenariat. Enfin, je sais pas quel est le bon terme, mais en tout cas, essayer de décorréler les revenus et la valeur concrète du temps qu'on passe sur les sujets. Donc, facturer moins son temps et facturer plutôt le fruit de notre labeur, enfin de son Mm. labeur. Aujourd'hui, concrètement, c'est quoi ton activité de studio, comment ça se passe? Est-ce que tu as des routines de travail? Mm. Comment tu cadences les choses? Parce qu'effectivement, il y a une prise, enfin, créer du produit, c'est, Mm. alors, dans mon esprit, plus long et plus risqué que vendre son temps. Je pense que c'est le cas. Mais globalement, aujourd'hui, comment tu arrives à équilibrer ce risque? Comment tu t'es organisé pour mettre ça en Ouais. place? Euh, tu l'as dit, enfin, euh, c'est assez risqué. Tu as l'impression que tu as fait un produit qui va résoudre un problème, et en fait, c'est pas le cas. Bon. J'ai déjà donné quelques pistes. Pré-vendre, c'est un super moyen de dérisquer. Euh, j'ai écrit un article il y a 2 ans qui s'appelle l'hyper freelance. Je sais pas si tu pourras peut-être le mettre dans la Ouais, bien description sûr. de truc, mais c'est un article que j'ai écrit qui a intéressé pas mal de freelance, d'entrepreneurs, notamment Noémie, qui m'a du coup découvert grâce à cet article, dans lequel j'ai créé un modèle où en fait, pour être pour devenir entrepreneur, prendre la porte du freelancing, c'est une super porte à prendre. Pourquoi? Parce que tu proposes des services à des clients. Et en fait, peu à peu, tu vas te rendre compte des problématiques récurrentes de tes clients. Genre, bah, je sais pas faire un site ou je sais pas, machin. Euh, Ça, c'est la première étape.
tu deviens freelance, tu crées ton compte avec l'URSSAF, auto-entrepreneur, tu vas te chercher 3 clients, 5 clients, tu continues, tu vois les problèmes récurrents et ensuite tu partages ce que tu as appris sous la forme d'un blog, d'une formation, de vidéos, voilà, tu partages ce que tu apprends. Et donc ça, c'est la deuxième phase que j'appelle plutôt la phase d'éducation, de formation, de création d'une audience. Toute cette phase-là, elle est hyper intéressante parce que tu partages ce que tu apprends, mais tu te sens pas forcément un expert, mais en partageant ce que tu apprends, les gens peu à peu te voient comme un expert. C'est assez intéressant comme dynamique. Et il y a un cercle assez vertueux, c'est que plus tu partages ce que tu as appris avec des clients, leurs pain points, comment les résoudre et tout, plus il y a des clients qui vont venir vers toi, de freelance, tu vois. Donc, et d'un côté, tu as plus de clients freelance et tu commences à avoir une petite audience. Et en troisième lieu, tu peux commencer du coup à plus décorréler ton temps de tes créations en faisant des produits. Et donc là, tu passes dans cette phase de une fois que tu as bien identifié le problème avec le freelance, que tu as réussi à bien expliquer avec cette partie plus éducation, bah, tu peux maintenant vendre un truc qui résout ce problème-là avec un produit. Et du coup, ce que j'appelais hyper freelance, parce que c'est un peu hyper actif, tu gères un peu trois trucs à la fois. C'est après avoir écrit cet article que j'ai fait une formation, que j'ai fait un produit, que j'ai fait les trois en même temps, et que je me suis rendu compte que c'était pas maintenable de tenir les trois en même temps. Je l'explique dans cet article, c'est que c'est un modèle hyper freelance génial pour expérimenter. Moi, je sais que j'adore créer des produits grâce à cette année que je me suis donné pour expérimenter. Je l'aurais peut-être pas forcément découvert si je m'étais pas donné ce, ce, cette année-là d'hyper freelancing. Et puis ça aurait peut-être pas marché si je n'avais pas eu ce fond-là de freelance et d'audience. Voilà. Bon. Euh, donc, pour revenir à ta question, euh, cette question de savoir sur quel produit je vais travailler, quand, euh, elle est répondue un peu par le fait que j'ai du coup une audience avec des gens qui attendent des trucs de moi et qui je peux facilement contacter pour savoir ah bah tiens t'as besoin de quoi, c'est quoi tes problèmes du moment, si je te partage un petit prototype de ça, est-ce que tu le veux ou pas? Voilà, moi maintenant je fonctionne beaucoup comme ça. Forcément j'ai 100 idées à la seconde, et du coup tout est une question de dérisquer parce que la 99 de ces idées sont pas forcément très bonnes. J'en ai une qui est bonne. Bon, j'en parle à ma mère qui est freelance. Je fais rapidement un prototype sur Figma. Enfin, j'utilise des outils qui me permettent d'avoir une petite idée de à quoi ça va ressembler. Je partage ça sur Twitter. Ça prend pas. Et ça vient un peu comme ça. C'est assez expérimental au début. Et une fois que ça prend, bon bah ça prend vraiment. Et alors là, souvent, je trouve des collaborateurs qui m'aident et je travaille sur plusieurs mois dans l'élaboration de ces produits-là, dans l'idée qu'à un moment, ce produit-là devienne autosuffisant, dans le sens où il y a des gens qui découvrent eux-mêmes cet outil, qui le partagent, que ça fait grandir l'outil après a posteriori. Voilà, moi j'ai cette notion de créer des créatures plutôt que des créations. Une création, c'est quelque chose que tu crées, et une fois qu'elle est créée, bon, un peu comme une plante, si tu la maintiens pas, elle meurt. Je préfère créer des cactus qui ont besoin de très peu de maintenance, qui peuvent s'autosuffire par un tout petit peu d'attention en ligne, d'eau. Voilà, j'aime beaucoup cette idée-là, et moi, dans mon idéal, c'est d'avoir comme ça une petite dizaine d'outils qui sont un peu autosuffisants sous cette marque. Vraiment, c'est une marque de super créative. Ok. Voilà. Et est-ce que tu aurais, alors, au-delà du Notion Pack, est-ce que tu aurais des exemples, alors je dis plus récents, mais en fait, Notion Pack, ça a 2 ans, donc c'est pas non plus Ouais. hyper loin, des choses qui, depuis en fait que tu t'es mis à 100% là-dessus, Ouais. sont en train de sortir?
Ouais. Je te laisse Donc, déjà répondre à ça, puis après j'ai une autre question sur. carrément. J'ai donc une petite calculette de devis euh, pour les estimations freelance dont je parlais. J'ai lancé il y a quelques mois un outil qui s'appelle Designer Path. Euh, Ça, c'était un petit sprint d'une semaine pour lancer ça. Ça te pose une vingtaine de questions et après, on te recommande quel type de designer digital tu devrais être, product designer, brand designer, website designer. Ça, c'était intéressant. Ça, ça a aidé pas mal d'élèves en design à savoir un peu mieux ce qu'ils voulaient faire. Euh, j'ai une newsletter pour aider les gens à trouver des jobs Webflow dans le domaine de Webflow. J'ai une radio en ligne qui s'appelle la Super Creative Radio. Et il y a 3-4 personnes qui se connectent en live tous les jours. Par jour, je pense qu'il y a 30 auditeurs par jour. Ça me coûte pas grand chose à mettre en place. C'est de la musique pour travailler. Voilà, je sais. Ça aide aussi à avoir une image de marque assez forte, d'avoir cette radio-là. Souvent, ceux qui achètent la radio, enfin, accès à la playlist de la radio pour écouter la radio vraiment tout le temps, sont aussi les gens qui achètent les hoodies et le swag de Super Creative. Donc, c'est aussi Oui, parce que vous ne je le vends voyez des, pas si vous nous écoutez. Voilà, je sais pas si on aura cet extrait capturé quelque part à un endroit, mais Benjamin porte ses propres t-shirts. voilà. Voilà, un univers de petits produits. Mais voilà, toujours dans cette idée d'aider les freelances créatifs à être super créatifs, à être à passer moins de temps sur les tâches un peu admin et passer plus de temps sur les tâches fun, qui sont les tâches de création. Ok. Qui sont la raison première pour laquelle les gens deviennent freelance. Ils ne deviennent pas freelance pour faire des devis et prospecter, ils deviennent freelance parce qu'ils adorent développer, faire photographier, dessiner, peindre, toutes ces choses-là qui sont géniales. C'est ça que je trouve hyper intéressant et c'était un peu ma question sur ma question suivante, c'est-à-dire alors tu mesures, tu fais un peu ta user research, donc essayer d'identifier les besoins de tes clients, en les contactant. C'est quoi? C'est principalement Twitter, c'est du mailing, Ouais, t'animes une newsletter privée, c'est quoi les ouais. canaux sur J'ai lesquels tu as le alors plus de retours là-dessus? je disais, j'ai une audience de 16 000 personnes. La majorité de ces gens-là sont sur ma base d'email, en effet. Ok. Après, j'ai beaucoup de Twitter et c'est super Twitter parce que juste, il y a vraiment zéro friction. C'est juste, j'envoie un tweet et il y a 200 personnes qui peuvent répondre instantanément. YouTube, j'ai à peu près 1200 abonnés. 1100 je crois, qui grandit beaucoup et pour moi j'adore faire des vidéos donc c'est vraiment mon truc. Un peu LinkedIn, voilà les réseaux un peu classiques quoi. Euh, Ok. Quand tu cherches à alors dérisquer ou valider un besoin, tu fais ça public ou est-ce que c'est déjà des gens qui te connaissent? Enfin, est-ce que tu vas déjà, est-ce que tu as différents cercles en fait dans cette ouais, j'ai communauté? plusieurs cercles. Le premier truc, c'est bon, moi, enfin un check intérieur de est-ce que je me voile la face, c'est un nice to have. C'est un produit qui est gentil, mais franchement qui résout pas grand-chose. Ou est-ce que j'en ai envie vraiment moi? Et je trouve que beaucoup des idées que j'ai finalement sont pas des trucs dont j'ai vraiment besoin. Donc ça, c'est le premier truc, premier check. Deuxième check, j'en parle à ma mère. Et ça, c'est pas juste du storytelling, c'est un vrai fait. Genre, une fois toutes les 2-3 semaines, je dis bah attends De mom maman, test. tiens. Ouais, exactement, c'est le mom test. Il y a ce livre incroyable qui Mmh. s'appelle The Mom Test qui dit justement quand tu parles de ton idée de startup à ta mère, forcément qu'elle est biaisée, forcément qu'elle va te dire c'est génial et forcément que c'est pas du tout le bon feedback qu'il faut avoir. Donc Fitzpatrick qui a écrit le livre dit genre tu ne devrais pas parler à ta mère, tu vas plutôt te parler à d'autres personnes. Et moi je fais le contraire de ça. Il se trouve que ma mère est assez honnête et cash et me dit bon là désolé ça c'est un peu la merde, je n'achèterai pas ça, je n'utiliserai pas ça. Donc là, j'ai un peu le anti-mom test en deuxième lieu. En troisième lieu, souvent, je fais des, des, des esquisses et je partage ça à droite à gauche. Quand je vais dans un espèce de coworking, je dis ah bah tiens, ça t'intéresse ça ou pas? Là, je vois. Ensuite, je vais sur Twitter. En fait, il y a genre dans mon tunnel, dans mon un peu dans les étapes, il y a 10 étapes
avant qu'une idée soit vraiment prometteuse. Et en fait, tellement d'idées meurent avant même qu'elles soient produites, et c'est pas grave, quoi. Mmh. C'est pas grave. Et j'ai une autre question qui est liée à ça, qui est plutôt liée à la, heu, alors comment dire? Valeur perçue ou sensibilité au prix. Alors tu vends tes produits, sur le web du coup? Pour les Ouais, gens pas familiers, c'est vraiment du e-commerce. Les gens, viennent, prennent leur carte bleue, laissent leur carte bleue et reçoivent, tes l'accès ou tes produits, ouais, directement ouais. en téléchargement. Heu, Ça, comment est-ce que tu as eu des expériences où tu as testé des choses là-dessus? J'ai cru comprendre, par exemple, sur ta formation que c'était pas le même pricing entre la première version et la deuxième version. Sur tes autres produits, est-ce que tu t'es fixé des barrières ou de manière empirique, tu dis: «Bon, non, je peux pas aller plus loin que cette barrière-là», Ouais, alors, il y a toujours une première intuition. Bon, je fais un outil qui aide à générer des factures. J'imagine, je fais un petit calcul. Je me dis bon, ça va aider à peu près à gagner sur un an, ça va aider à gagner allez 1 heure et demie de travail. 1 heure et demie de travail facturé en France, un TGM. Bon, ça équivaut à peu près 70 euros. Bon, bah si je le facture un tout petit peu moins de 70 € et que je l'explique comme ça, le retour sur investissement, il est assez clair, les gens l'achètent. Bon, et parfois, je l'écris noir sur blanc. Voilà le calcul de comment je suis arrivé sur le travail, sur ce prix-là. Et en fait, c'est assez dingue, hein, mais quand j'explique comment je suis arrivé au prix, les gens, ils achètent. Ils disent, ah ben non, mais t'as raison. Si ça m'a fait économiser 1 heure sur un an, bon, voilà, bon, ça vaut le coup, quoi. Donc souvent, c'est un peu comme ça que je commence. Après, je fais le truc classique, hein, mais je, je, je traque un petit peu le taux de conversion de, euh, de mes sites web. Bon, si c'est, j'ai des taux de conversion assez bons, autour de 6%. Si j'augmente un peu le prix, si j'ai que 2% de moins de ventes, mais que j'ai doublé le prix, bon, bah, ça vaut le coup. Donc, voilà, je fais des tests, hein, et je teste la sensibilité euh, du prix. Voilà, je fais des tests, je sais pas, donc c'est vraiment a tous les posteriori, 6 mois. quoi. Ouais. C'est au moment tu as une première idée, tu lances avec une première idée, ensuite tu testes, Ouais, ouais, OK. ouais, ouais. Mm. Dac. Bah, merci beaucoup pour ce partage. Donc aujourd'hui, c'est juste concrètement pour, donc j'ai bien compris, tu as une usine à génération d'idées. Comment tu sais à quel moment tu dois passer sur un autre, projet? C'est une fois qu'il est Ouais, lancé? En ouais, gros, c'est quoi ouais. les parce qu'on a parlé C'est pas, alors du dérisking en a priori, mais une fois que c'est lancé, quel moment tu dis: là, «Bon, je me suis OK, c'est encore bon, ça bien fait». planté, hein. Je me suis encore bien chié dessus là-dessus. Euh, Moi, dans l'idée un peu de presque d'incarner le super créatif, je me suis donné cet objectif complètement débile à posteriori de lancer un nouveau produit toutes les 2 semaines. Donc, quand tu veux lancer un produit toutes les 2 semaines, c'est pas un gros produit, ça va être un petit guide, un template, un machin. Et j'ai fait ça pendant 6 semaines. Non, pardon, pendant 3 mois. Donc, j'ai lancé 6 produits. À la fin, en regardant un peu déjà ce que j'avais réussi à faire, je me suis rendu compte que c'était des petits produits sympas, mais qui répondaient pas vraiment à des vrais problèmes parce que j'étais juste constamment à créer et pas forcément à me rendre compte de si ça avait de la valeur. Et deuxièmement, j'avais pas le temps de faire le nerf de la guerre qui est le commercial. J'étais Mmh. constamment à créer. Alors j'adore créer et si je pouvais, je ferais vraiment presque que ça, mais il faut vendre. Et donc là, j'avais pas le temps de vendre. Donc tout ça pour dire, je me forçais à suivre un tempo de production qui était effréné de 2 semaines. Après, je me suis dit non, mais ça devrait être tous les 2 mois, machin. Aujourd'hui, je suis moins rigide que ça. Je sais que pour faire du software, pour faire des logiciels et tout, on parle de plusieurs mois, on parle de 3 mois. Que ça prenne un peu moins de temps ou un peu plus de temps, c'est pas très grave. Moi, de toute façon, je suis très rapide. Enfin, je sais que très rapidement, je peux apporter quelque chose, mais je me donne plus le temps d'aller creuser le problème, d'aller creuser la marque que je vais faire autour de cet outil et tout, pour faire un truc dont je suis vraiment fier. Euh, et une fois que ça tourne, moi, c'est vrai que c'est un peu mon, mon péché, quoi. Enfin, j'ai un peu trop tendance, trop vite à vouloir passer au truc d'après, mais euh, voilà, bon, je commence à mûrir là-dessus
et à prendre un petit peu plus mon temps sur les trucs qui marchent. Voilà. Ok, Euh, ouais. super clair. J'ai quelques petites questions maintenant, savoir comment toi tu apprends. Alors, j'imagine que tu apprends beaucoup en faisant tous ces projets. Est-ce que tu as des routines alors exploratoires? J'ai vu aussi que tu générais beaucoup d'idées. Comment ça se passe? Ouais. Comment d'un truc que tu vois à un endroit, ça se transforme en idée qui potentiellement devient un produit, ça on l'a déjà vu. Mais globalement, est-ce que t'as des routines de veille ou d'apprentissage, les choses auxquelles tu fais Hmm. attention? Ouais. Alors, tu l'as dit, moi, si je sais pas faire quelque chose, juste, je vais faire un projet qui va me forcer à l'apprendre. Donc, bon, ok. Euh, il se trouve que c'est souvent la même réflexion qu'ont beaucoup d'entrepreneurs d'un peu d'un optimisme. Euh, je sais pas ce que je sais pas, mais je vais juste faire et je vais m'en rendre compte sur le chemin. C'est assez courant. Moi, j'ai ça, hein, clairement. Euh, Assez récemment, il y a quelques mois, je me suis rendu compte que, bon, en faisant tous ces trucs en ligne, c'est sympa, mais j'avais un peu l'impression d'arriver à un certain plateau d'apprentissage parce que j'apprenais plein de trucs sur, bon, voilà, des détails techniques de comment intégrer un back-end sur un machin, bon, mais ça me nourrissait pas complètement. Il se trouve que depuis quelques années, je lis pas mal. Alors, je me suis réforcé à vraiment lire beaucoup plus. Là, enfin, voilà, sur la vidéo, on voit, j'ai une tablette sur laquelle je télécharge vraiment pas mal de livres et je lis beaucoup. Et je sais que maintenant, je me force un peu à lire, voilà, et j'apprends vachement en lisant, quoi. Je, j'adore prendre mes notes et dans les routines, tu parlais de routine, une fois par semaine, je fais mon weekly review le samedi et donc j'ai quelques points. J'ai qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Est-ce que j'ai réussi à mes objectifs de la semaine? Les objectifs de la semaine prochaine? Et le dernier point qui est, je passe quand même assez de temps, qu'est-ce que je veux apprendre? Euh, et en fait, souvent, je par défaut, je me retrouve à mettre un bouquin que j'ai envie de dire. Et je le lis le bouquin, quoi. Et puis ensuite, je passe à un autre bouquin. Bon. Euh, il y a un moment où je cherchais un tuteur, je voulais me remettre un peu à la philo. Ça n'a jamais vraiment abouti. Euh, Tu vois, à part les bouquins, j'arrive pas forcément à me nourrir. Faire partie d'un mastermind, c'est cool parce que ça t'apprend avec les autres. Ça, c'est sympa. Euh, Là, enfin, vu que j'ai pas mal de collaborateurs sur les outils, j'apprends d'eux, mais je suis pas encore 100% satisfait de mon infrastructure d'apprentissage, quoi. J'aimerais bien avoir un coach de performance qui me pousse, tu vois, comme un athlète à apprendre plus. Je l'ai pas encore. Voilà. Donc, je jette cette bouteille à la mer sur les auditeurs. Si quelqu'un veut me pousser à apprendre toujours plus, je suis vraiment preneur. Et Euh, t'as ouais. pas, alors Mastermind, ça ressemble un petit peu à ça, mais un format plus avec un buddy, quoi, quelqu'un avec qui Un learning body. Si, ouais, alors t'es si, j'ai des, accountable en disant, bah en fait, tiens, on se fixe ça comme défi, on se reparle dans un mois. ouais, j'ai des creation buddies. Tous les 3 semaines, je dois écrire un article ou sinon je dois à l'autre personne. Là, en l'occurrence, en ce moment, c'est Mickaël. Sinon, je lui dois 50 € et vice versa. Mais j'ai pas ça pour l'apprentissage. J'ai plusieurs potes avec qui on partage nos lectures, mais pas des trucs très formels. Euh, ouais. Super clair. Et est-ce qu'il y a une initiative, une bonne idée, comment dire, un domaine que tu as vu récemment où tu dis, bon, là, le prochain truc que je fais, faut absolument que j'aille creuser là-dedans, ça me titille trop. Tu peux me donner un exemple de truc, Bah, toi? soit un outil, alors, j'ai vu que tu as beaucoup travaillé sur Webflow et formats-là, soit un use case où tu te dis, bah, en fait, là-dessus, sur ma cible freelance, il y a rien, ou ce qui est là est très vieillissant. Et je me dis, bah, tiens, il y a alors, sans nous dévoiler toute ta roadmap là-dessus, mais tu vois, un truc où tu dis, bon, là, faut Ouais. vraiment que je passe du temps là-dessus parce que Ouais, c'est un ouais. peu le futur. Alors, déjà, premier point, je ne me permets que de faire des outils pour les problèmes de freelance. Ok. Euh,
ça me vraiment, enfin, j'ai commencé à faire des produits, des idées d'app et tout quand j'avais 17 ans, 16 ans, et j'étais déjà à fond là-dedans et j'étais plus dans l'éducation. Maintenant, je sais que mon vrai asset, bah, c'est l'audience, l'expertise que je commence à avoir là-dessus. Donc, je préfère capitaliser là-dessus, mais je sais que dans ma carrière, j'adorerais faire des trucs plus sur l'éducation, pas sur d'autres domaines, mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, du coup, sur les domaines de freelance, il y a du coup l'estimation de comment les freelances estiment leur service et comment ils partagent ça à leurs clients. Ça, je trouve ça fascinant. Donc, c'est le produit du moment et je pense qu'il y a plein de trucs super intéressants à faire. Moi, j'ai vraiment envie que ce use case d'estimation, euh, j'y réponde vraiment bien avec mon produit. Un autre truc sur lequel on a commencé à bosser avec mon développeur, qui est vraiment prometteur sur les premiers retours qu'on a eu, c'est se refiler des clients, des projets en tant que freelance. Là, je peux pas prendre ce projet, je te le repasse et je prends une commission sur le projet que je t'ai passé. Là, Mm. on a scopé, on a fait un produit qu'on va lancer plus tard en 2022 qui est hyper prometteur là-dessus et je pense qu'il peut vraiment débloquer un marché qui n'existe pas. Euh, bah voilà, je peux pas prendre ce client, je te le passe, je prends 5%, 10%. Je fais à peu près 1500 euros par mois en faisant Recommandation. de recommandations. Enfin, c'est pas négligeable, quoi. Et donc, j'ai Mm. fait un produit qui permet de faire ça vraiment simplement. Euh, et le troisième truc moi, me, que je, que je creuse depuis vraiment 1 an et demi et qui me passionne et pour les freelances, c'est de rester motivé et d'apprendre euh, par le biais de challenge. Euh, et j'ai conçu déjà un peu une interface vraiment nouvelle, intéressante, qui résout vraiment voilà, de se dire, bon, bah, moi, j'ai envie de me challenger à apprendre Webflow en 30 jours. Euh, comment je peux faire ça? Et ben, je pense que ce qu'on va sortir là, plutôt en début 2023, c'est vraiment prometteur là-dessus. Donc voilà, un peu des Cool. teasings, gros teasing. Trop bien. Ouais, gros teasing et super clair. Et bravo pour tout ça. Hein. Je te remercie pour l'échange sincère et nous dire ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné. On arrive sur la fin de ce format. J'ai encore 2 petites questions. Si les gens ont envie de te contacter, c'est quoi le moyen le plus simple d'échanger avec Ouais, toi? complètement. Alors, les réseaux sur lesquels je suis actif, c'est donc Twitter. C'est arrobase ben underscore je fais des anglicismes. Ben Tiré du underscore 8. isen Tiré du tiré de 8. 8 tiré du 8. Ah ouais, t'as regardé tout le Bien. clavier. Non, mais en fait, je l'ai même pas sur mon clavier. Sur Mac, c'est pas sur le 8, mais dans mon esprit, c'est tiré du 8, l'underscore. Et ben tiré du 8 Ben Isen I2SEN. Ça c'est sur Twitter, sur LinkedIn c'est pareil. Euh, Après par email ben arobase supercreative.io. Sur YouTube, c'est super créatif. Je fais des vidéos assez drôles là-dessus, enfin drôles, intéressantes. Et puis voilà. Ouais, Voilà. on mettra les liens en description de Cool. l'épisode. Et donc, la dernière question. C'est grâce à cette question qu'on s'est rencontrés qu'on a fait ce super épisode. Donc, attention à ta réponse parce qu'on va essayer de faire encore un Ouais. meilleur épisode avec ta La réponse. personne apprend. Qui faut qu'on invite sur le format Learning by Doing pour avoir des insights sur l'apprentissage aujourd'hui, Hmm. des points de vue innovants. Bah, justement, alors, c'est un peu, il se positionne vachement apprentissage, euh, et donc je pense que ça lui ferait plaisir, et il réfléchit vachement là-dessus en ce moment. C'est Elliot Meunier. Je sais pas si tu vois, Elliot Je le vois et Ulysse, a dit la même Ulysse chose. Ouais, Lubin a Elise dit la même prenne, chose. voilà. Et Elliot, je lui ai fait un message, il m'a dit qu'il était pas dispo tout de suite, donc c'est très Ok. bien. Je vais le remettre sur le haut Voilà, tu sur lui le dis du panier. que je t'envoie et que ouais, bah Elliot il est super sympa, très talentueux et très prometteur. Il a 18 ans,
il vient de finir le bac et il fait plein de trucs trop cool. Donc c'est trop intéressant d'avoir sa vision du monde. Ouais, cool. Bah écoute, on va relancer cette invitation. Je te remercie une nouvelle fois, Ben. C'était vraiment Merci Baptiste. passionnant comme échange. J'espère que ça aura intéressé les auditrices et les auditeurs qui nous ont suivis jusqu'ici. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Learning by Doing. Salut Ben. Ciao. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous souhaitez aller plus loin et commencer à développer une culture de l'apprentissage autour de vous, pensez à vous abonner gratuitement à notre sélection hebdomadaire d'outils pratiques pour animer votre équipe. C'est disponible via le lien qui est en description de l'épisode. Si cet épisode vous a plu, parlez-en autour de vous. C'est la meilleure façon de le faire connaître. Vous pouvez aussi nous laisser un petit mot en commentaire. On lit tout et ça nous aide beaucoup à nous améliorer au fil des épisodes. Merci encore de votre soutien et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.